Donc ce soir, nous recevons Bertrand Barré. Bertrand Barré, eh bien, il est conseiller scientifique auprès de la présidence d'Areva. Il est professeur émérite à l'INSTN et il a été directeur des réacteurs nucléaires au CEA. Et il va nous parler des réacteurs nucléaires de 3e génération. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Donc bonsoir à tous. Je suis content de parler devant une audience aussi remplie. Je vais vous dire, bien sûr, on ne se triche pas sur la marchandise, je vais vous parler des réacteurs de 3e génération, mais j'espère avoir le temps de vous dire aussi quelques mots des évaluations complémentaires de sûreté qui ont eu lieu à la suite de Fukushima et des renforcements qui sont en cours dans les différentes installations nucléaires de France. Et je terminerai en vous ouvrant ma boule de cristal pour dire ce que je pense de l'évolution du nucléaire après Fukushima. Donc on commence par les réacteurs de 3e génération. Je pense que pas mal de vous ont déjà vu ce petit schéma. En fait, c'est depuis 1999 qu'on a décidé de réécrire un peu l'histoire des réacteurs en les scindant par génération. Donc la première génération, c'est l'époque pionnière, toute une série de réacteurs de types très très différents, rien que des prototypes en quelque sorte, dont la taille croissait rapidement. Aujourd'hui, ils sont presque tous arrêtés et à divers stades de démantèlement. Ce qu'on appelle la 2e génération, c'est les réacteurs qui aujourd'hui sont en fonctionnement, produisent 13,5% de l'électricité mondiale et sont dans une très très large majorité des réacteurs à eau ordinaire, pressurisés ou bouillants. Ce qu'on appelle la 3e génération dont je vais vous parler maintenant, eh bien c'est les mêmes, mais c'est les mêmes après Tchernobyl. C'est-à-dire, après l'accident de Tchernobyl, il y a eu une révision un peu déchirante de la philosophie même de sûreté et on a été amené à faire des modifications aux réacteurs existants, mais c'est toujours quand même la même technologie. Et d'ailleurs, les réacteurs de 3e génération sont tous des réacteurs à eau. Et puis, alors qu'on est en train de démanteler la première, de faire marcher la seconde et de construire la 3e, on a aussi lancé au plan international les études de la 4e génération, c'est-à-dire celle dont on pense qu'elle devra répondre aux contraintes et au contexte du milieu du siècle, dont on pense qu'elles seront différentes d'aujourd'hui. Et par conséquent, eh bien, on commence à se préparer avec effectivement une grosse inconnue, c'est on ne sait pas quand on en aura besoin. Et ça, évidemment, vous pensez que c'est un certain problème parce que parmi les différents modèles possibles, eh bien, tous ne sont pas disponibles à la même échéance et ce n'est pas très facile d'être sûr d'avoir fait le bon choix. Mais c'est ce qu'on a fait en ce moment. Alors vous savez qu'en France, on a relancé les études d'un démonstrateur de 4e génération qui s'appelle Astrid, et dont le CEA est responsable, mais qui est bien sûr étudié en étroite collaboration avec EDF et Areva. Mais là, aujourd'hui, on va parler de cette fameuse 3e génération. Alors, pour l'introduire, je vais revenir sur les leçons tirées des accidents majeurs depuis 1979. Donc on va commencer par 3 Mile Island. Donc 3 Mile Island, vous savez, des forts dégâts à l'intérieur du cœur, puisque plus d'un tiers du cœur a complètement fondu et un autre tiers a été détruit. Mais tout est resté à l'intérieur de l'enceinte et donc il n'y a pas eu du tout de contamination externe. Néanmoins, on a appris énormément de choses de 3 Mile Island parce que finalement, tout est parti d'une erreur de représentation. Le réacteur était sûr, les opérateurs étaient des gens bien professionnels, mais à un moment donné, ils ne se sont plus compris. Et quand les opérateurs ne comprennent pas le réacteur ou inversement, ça se termine mal. Et donc, 3 Mile Island, la première chose qu'on en a appris, c'est qu'il y avait une grande importance à l'interface homme-machine, à aider autant que possible l'opérateur à comprendre vraiment ce qui se passe. Retirer les ambiguïtés d'instrumentation qui avaient été la cause un peu initiale de l'affaire, etc. Puis on a aussi rajouté, toujours pour aider l'opérateur, la hiérarchisation des alarmes, parce qu'après 10 minutes de l'accident de 3 Mile Island, tous les voyants étaient au rouge sur 3 murs de salle de commande. Donc on pensait bien qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune information qui passe. Ensuite, ça c'est assez important, on a appris aux opérateurs que un réacteur c'est quelque chose de compliqué et que donc s'ils interviennent trop tôt, ils ont des chances de faire des bêtises. Donc on leur dit,
commencez par laisser marcher les automatismes, c'est leur rôle, et vous, concentrez-vous sur l'état de votre réacteur. Ne cherchez pas à comprendre comment on y est arrivé, ça on verra plus tard. Essayez de comprendre où vous en êtes, quels sont les niveaux d'eau, quelles sont les pressions, quelles sont les températures. Quand vous êtes sûr d'avoir compris, mais seulement à ce moment-là, vous reprenez les manettes et vous me ramenez votre réacteur à l'arrêt sûr. Et puis, ça c'était une spécialité du septène, donc d'EDF. Justement, ça a été ça, c'est-à-dire ce qui est important, ce n'est pas le scénario qui nous amène pour l'instant dans nos ennuis, c'est quel est vraiment l'état de mon réacteur. Donc cette approche par état. Le fait aussi qu'on a renforcé les équipes de quart par des gens plus spécialisés qui ne s'occupent pas quand ça marche bien. Enfin, ils s'en occupent aussi, mais ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est justement d'avoir un œil différent au moment où il y a une séquence incidentelle qui commence. Et on a enfin mis au point des procédures qu'on a appelées H et U, c'est-à-dire si les choses commencent à aller vinaigre, eh bien, on a quand même des moyens de retarder la fusion du cœur par des procédures assez inhabituelles. Je ne vais pas vous les détailler. Mais tout ceci pour dire qu'on a appris énormément de choses de 3 Mile Island, et c'est ce qu'on a appris a servi à améliorer les réacteurs de deuxième génération, ceux qui fonctionnent à l'heure actuelle. Alors ensuite, on arrive en 86, l'accident de Tchernobyl. Cette fois-ci, vous avez des dégâts dans le cœur qui, dans le fond, ne sont pas très supérieurs à ceux-là. En revanche, à partir de l'instant où l'explosion vapeur a soufflé complètement le bâtiment réacteur, le cœur s'est trouvé en plein air, surchauffé, il a pris feu, un incendie qu'il a fallu plus de 10 jours pour éteindre, et pendant ce temps-là, évidemment, tous les produits volatiles sont partis dans la stratosphère, et au gré des jet streams, on survolait toute l'Europe. Donc, cet accident s'est produit dans un type de réacteur qui n'était pas du tout répandu à l'Occident, pour des raisons très claires. C'était un des réacteurs qui servait aussi à faire le plutonium militaire pour l'arsenal soviétique, donc les soviétiques n'en ont pas exporté. Mais donc sur l'accident lui-même, sur la prévention d'un tel accident, on n'avait pas grand-chose à apprendre. Mais ce qu'on a appris très clairement, c'est l'importance de l'enceinte. Parce que finalement, vous avez les mêmes dégâts dans les cœurs des deux réacteurs. Il y en a un où il n'y a aucune contamination externe, il y a l'autre qui a contaminé quasiment tout un continent. Donc ça fait quand même une vraie différence. Et à partir de l'instant où on voit l'importance de l'enceinte, il y a l'importance de la protéger contre l'accident. L'accident est une agression très forte à l'enceinte, il faut qu'elle survive. Il faut qu'il n'y ait pas de rupture ou même de fissure prématurée dans l'enceinte. Donc il faut la protéger contre l'agression par le corium, contre l'agression par l'hydrogène qui sera relâché si on arrive à la fusion du cœur, la protéger contre des explosions vapeur, etc., etc. Mais la vraie leçon de Tchernobyl, elle est là. C'est-à-dire, oui, un accident majeur, c'est possible, ça ne vous donne pas le droit de contaminer tout un continent. Donc un relâchement massif est inacceptable, c'est la vraie leçon de Tchernobyl, et c'est sur cette base-là qu'a démarré, après l'accident, la conception de ces réacteurs qu'on appelle de troisième génération. Un réacteur de troisième génération, c'est le même qu'un réacteur de deuxième génération aujourd'hui, auquel on a ajouté une contrainte supplémentaire, vous devez démontrer que si la totalité du cœur fond, on n'est pas pour autant obligé d'évacuer durablement qui que ce soit autour de la centrale. Donc ça, vous voyez que c'est assez important. Alors bon, les commerciaux, ils vous disent qu'il y a des générations 3+, 3-, 3++. Bon, c'est des affaires de marketing. En fait, génération 2, génération 3, c'est facile. Le critère, c'est est-ce que l'accident maximum est pris en compte? Ou est-ce qu'il reste hors dimensionnement, ce qui était le cas évidemment des générations 2. Donc la prévention ne suffit plus. On admet que l'accident peut se produire, même si sa probabilité, et on l'espère, est de plus en plus faible. Il faut en limiter les conséquences. C'est ça la troisième génération. Et puis quand je vous parlerai des ECS, des évaluations complémentaires de sûreté suite à Fukushima, c'est de dire c'était très bien de faire des réacteurs de troisième génération tout neufs qui résisteraient à beaucoup de choses, mais on est juste en train d'en construire une poignée. Il y en a 450 qui sont en marche et qui ne sont pas de cette génération-là. Il faut quand même faire aussi un petit quelque chose pour ces réacteurs qui sont actuellement en marche. Donc vous voyez les leçons successives sur, j'allais dire, les 3 grands accidents. Mais on reviendra sur l'aspect ECS, évaluation complémentaire de sûreté. Alors, quels sont les réacteurs qu'on appelle de troisième génération? Vous en avez dans les deux familles, des pressurisés, des bouillants.
Alors, dans la famille pressurisée, vous avez l'EPR, dont on va parler quand même assez abondamment parce que c'est celui qu'on développe en France. Vous avez l'AP1000 de Westinghouse Toshiba. Vous avez un VVR particulier qui est l'AES 92 développé par les Russes. Vous avez, alors ça, ceux-là, ils sont en cours de construction. Puis vous avez l'ATMEA, qui est aussi un modèle développé en commun par les Français et les Japonais, mais qui n'est pas encore vendu. Les Japonais ont aussi leur propre réacteur qui peut être qualifié de génération 3, en cours de construction sur la presqu'île de Tsuruga. Et j'ai rajouté par gentillesse la PR1000, c'est-à-dire le réacteur que les Coréens ont vendu aux Émirats arabes unis. Et je vous expliquerai un peu pourquoi je l'ai quand même mis entre parenthèses, parce qu'il est un peu limite pour être qualifié de troisième génération. C'est en tout cas au moins une deuxième génération très moderne, hein, mais tangent. Et puis alors, en ce qui concerne les réacteurs à eau bouillante, il y en a moins. Vous avez l'ABWR, donc développé par General Electric et maintenant Mackey avec Hitachi. Vous avez un bouillant aussi dans le catalogue Areva, qui vient d'ailleurs de l'expérience des Allemands d'Areva, si vous voulez. Et puis vous avez un autre modèle développé par General Electric, qui pour l'instant n'est pas non plus en cours de construction, n'est même pas tout à fait dessiné, mais il est intéressant, il sera sûrement un concurrent dans les années à venir. Alors quelques mots d'abord du coréen, donc l'APR 1400. C'est un gros REP. Dans la famille des générations 3, on les sépare souvent entre évolutionnaires ou révolutionnaires. Et ça dépend jusqu'au point où on a poussé les innovations. Quand on est encore très proche de la génération 2 et que les seules vraies modifications concernent la sûreté, on les appelle évolutionnaires. Quand, à cette occasion, l'architecture, par exemple, a été complètement repensée, où il y a des innovations un peu particulières, on les appelle révolutionnaires. Donc, celui-là, il est évolutionnaire, comme le PR dont on parlera. Il a été donc développé par KHNP. En fait, c'est une évolution d'un modèle américain qui était celui de Combustion Engineering. Il a été un peu coréanisé, pas énormément. Donc, actuellement, il y en a 2 qui sont en construction en Corée et ceux des Émirats arabes unis, la construction va commencer de façon imminente. Alors, ils ont des côtés intéressants, comme par exemple, la piscine de stockage des combustibles est à l'intérieur de l'enceinte. C'était aussi le cas des générations 2 en Allemagne, mais pas chez nous. Ils ont ça c'est l'héritage de Combustion Engineering. Combustion Engineering, c'était des métallurgistes. Hein. Donc, ils savaient faire des très grosses cuves. Donc, ils ont 2 très gros générateurs de vapeur, un très gros pressuriseur, donc beaucoup d'eau à l'intérieur du circuit primaire. Ce qui veut dire que si on commence à avoir des problèmes, ça met longtemps à s'évaporer. Donc, ça, c'est les parties positives. Ils ont aussi 4 trains de sauvegarde. Donc, on pourrait dire c'est un peu comme l'EPR, puisque je vous détaillerai ça, mais 4 trains dont chacun n'a que la capacité de 50% de gérer une séquence accidentelle. Donc, c'est de ce point de vue-là nettement quand même moins redondant. Alors, quels sont ces défauts? Le premier, c'est que ce sont des tranches jumelées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les tranches jumelées? C'est ce qu'on faisait au début dans les 900 MW français, c'est-à-dire que on prend 2 bâtiments réacteurs et on met en commun une bonne partie des bâtiments auxiliaires. Évidemment, ça fait baisser le coût de capital. L'inconvénient, c'est qu'il y a une possibilité, et une possibilité qui n'est pas théorique, ça s'est vraiment passé, y compris en France, qu'au cours d'une opération de maintenance, il y a un réacteur en marche, un réacteur arrêté, on va dans le même bâtiment, et puis par malheur, l'ouvrier de maintenance va tourner une vanne du réacteur en marche alors qu'il pense intervenir sur le réacteur arrêté. Alors ça, ce n'est pas une très bonne idée. Jusqu'ici, ça ne s'est pas mal terminé, ces affaires-là. Mais en France, depuis, on n'accepte plus les tranches jumelées. Et donc, depuis le 1300, mais maintenant, dans toute l'Europe, on admet que c'est prendre un risque un peu déraisonnable d'avoir des tranches jumelées pour les nouveaux. Alors, la vraie question qui fait que j'ai mis un point d'interrogation sur son caractère de génération 3, c'est qu'il prévoit, si tout le cœur fond, qu'il sera capable de l'empêcher de sortir de la cuve
en le refroidissant par l'extérieur. Alors évidemment, ce n'est pas une idée idiote, parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir le cœur fondu resolidifié à l'intérieur de la cuve. C'est ce qui s'est passé à 3 Mile Island, si vous voulez. Mais le problème, c'est que ça marche bien pour des petits réacteurs, pour des 600-700 MW, et pas de problème. Quand on approche de 1000 MW, ça devient nettement plus difficile à en être sûr. Et pour un 1400 MW comme celui-là, on n'y croit pas du tout, nous. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la puissance il fait quelque chose? Eh bien, vous imaginez donc que vous avez votre cœur fondu avec de la puissance résiduelle qui est proportionnelle au volume. Et vous voulez le refroidir uniquement par l'extérieur. Alors vous voyez bien que plus la cuve est grosse, plus le rapport surface sur volume baisse. Donc plus il est gros, moins on a de chance effectivement de pouvoir évacuer assez de calories par l'extérieur. Et si on ne le fait pas, eh bien, à un moment donné, surtout quand vous avez une stratification entre les parties du curium qui sont métalliques et oxydes, eh bien, vous avez une petite chance de découper la cuve sur le pointillé. À ce moment-là, vous n'avez plus du tout de moyen de récupération ensuite. Donc c'est pour ça, génération 3, peut-être, pas sûr. Et puis, il a aussi une seule enceinte. Alors là, vous avez le dessin qui est totalement hérité, j'allais dire, de combustion engineering, et vous voyez que c'est seulement un 2 boucles, mais c'est des boucles si grosses qu'en fait, qu'on n'a pas de pompe primaire assez grande pour les faire marcher. Donc en fait, c'est une espèce de pseudo de boucle. Vous avez 2 générateurs de vapeur, mais 4 pompes pour réussir à faire marcher un réacteur de cette puissance-là. Et vous avez en rose sur le dessin en bas, cette injection d'eau pour noyer le puits de cuve si on a fondu le cœur en espérant que, ma foi, ça suffira. Voilà 2 vues des 2 APR 1400 en cours de construction en Corée. C'est des vues de 2011, donc ça a probablement progressé un peu depuis, mais ça ressemble toujours à ça. On passe maintenant au modèle de Westinghouse. Donc vous savez maintenant que Westinghouse appartient à Toshiba, qui s'appelle l'AP1000. Alors il a commencé par s'appeler l'AP600, et c'était un réacteur, lui, révolutionnaire. C'est-à-dire que pour gérer la sûreté, il s'appuyait surtout sur des mécanismes qui ne dépendent pas de l'opérateur. L'évaporation, condensation, la circulation, la convection naturelle, et le fait que quand on met de l'eau dans des réservoirs en haut, il n'y a pas besoin de pompe, elle descend toute seule. Donc ce genre d'écoulement gravitaire. Tout ce genre de choses, il en fait un bon usage. Donc pour ne pas être malhonnête, j'utilise leur diapo à eux, si vous voulez. C'est pour ça qu'elle est en anglais, désolé. Donc ils disent c'est un dessin simple, à sûreté passive. Il est économique. Alors en fait, à 600, il n'était pas économique. C'est son problème, donc ils ont petit à petit monté la puissance. Et du coup, il est un peu moins passif que ce qu'il avait l'air d'être. Ils disent qu'il est sûr, bien sûr. Et bien qu'il soit révolutionnaire dans son architecture, il utilise pour la plupart des composants qui, eux, ne sont pas révolutionnaires, qui sont les composants hérités des générations précédentes. Donc il dit, c'est révolutionnaire, mais on ne prend quand même pas autant de risques que vous croyez. Donc voilà une vue de son architecture. Et vous voyez tout de suite qu'il a un profil un peu particulier, parce que ce que vous voyez, avec cette structure cylindrique, puis ensuite un deuxième petit cylindre au-dessus, ça n'est pas une enceinte de confinement, c'est une cheminée. L'enceinte de confinement, elle est unique, elle est en acier, c'est la partie bleue, une espèce de gros œuf bleu. Et ce que vous avez tout en haut de la cheminée, c'est un gros réservoir d'eau qui justement pourra se vider de façon purement gravitaire. À l'intérieur de l'œuf, vous trouvez des composants qui sont à peu près classiques, mais pas tout à fait. En particulier, l'architecture est vraiment bien revue. Vous pouvez voir en coupe, par exemple, que les pompes primaires sont comme dans nos sous-marins, directement connectées sur la boîte à eau des générateurs de vapeur. Donc il n'y a pas tous les problèmes de fuite possible aux joints des pompes. L'ensemble est très surbaissé, il n'y a pas de coude dans les tuyauteries, et donc il y a aussi un réservoir d'eau à cette hauteur-là qu'on voit mal. Pas de pompe d'injection, seulement des accumulateurs, donc là encore passif si vous voulez.
Et si vous avez une brèche à cet endroit-là, eh bien, quand vous avez vidé vos accumulateurs et le réservoir du dessus qui est là, vous avez créé une espèce de piscine qui noie la totalité du bas du circuit primaire. Donc, en fait, votre brèche, elle est forcément sous eau. Et vous réalimentez, si vous voulez, pour refroidir votre réacteur par le brèche même de la tuyauterie primaire. Donc, vous voyez que ce n'est pas idiot, il y a des choses marrantes dedans. Alors, il est avec une seule enceinte de confinement en acier. Pourquoi? Parce que, en supposant donc que vous ayez eu cette rupture de tuyauterie primaire, vous avez votre piscine qui s'échauffe. Donc, pour qu'elle continue à jouer son rôle, bon, elle s'évapore. Et alors, on fait la vapeur se condenser sur les parois de l'enceinte, qui doivent être donc conductrices et donc sont forcément métalliques. Et dans un premier temps, quand il y a beaucoup de puissance résiduelle à évacuer, eh bien, c'est le gros réservoir d'eau qui est là-haut qui arrose l'enceinte pour évacuer la chaleur. Et puis, le temps que ce gros réservoir se vide, eh bien, à ce moment-là, on ouvre les écoutilles, si je peux dire, et vous avez l'air qui suit ce petit système. C'est pour ça que c'est une grosse cheminée et qui évacue par convection naturelle d'air le reste de la puissance résiduelle pendant, mettons, 72 heures. Donc, vous voyez, c'est un dessin qui a des avantages. Alors, bien sûr, il a l'inconvénient, il n'a qu'une seule enceinte de confinement. Ça, ce n'est pas très accepté chez nous. Et puis, s'il y a une rupture de cette enceinte unique, ce n'est pas comme le béton précontraint, ça ne se referme pas les fissures. Hein. Donc, ça a ses inconvénients. Là, vous avez une autre vue d'en coupe où vous voyez très bien l'enceinte, la cheminée, le grand réservoir du haut, et cette architecture très surbaissée, ce qui fait que vous pouvez, effectivement, quand vous avez vidé ce réservoir, avoir la piscine qui couvre tout. Lui aussi est un faux de boucle, vous voyez. Pourquoi? Bien parce que, comme il a des pompes qui sont directement sur la boîte à eau du GV, ce sont des pompes à rotor noyé. Et ça, on ne sait pas les faire très très grosses. Donc, c'est uniquement parce qu'on ne sait pas les faire assez grosses qu'il y a ce système où vous avez, pour chaque boucle, une canalisation chaude, mais 2 canalisations froides. Et évidemment, sur une des canalisations chaudes, vous piquez votre pressuriseur. Bon, je ne rentre pas trop dans ces détails. Alors, lui aussi prévoit, s'il y a fusion complète du cœur, de noyer le puits de cuve par le bas, si vous voulez, et de laisser ensuite la vapeur sortir par ces endroits. Au départ, ça s'appelait AP600, il faisait 600 MW. Puis on l'a appelé 1000 quand il a fait 1000 MW. Et puis comme à 1000 MW, il était encore trop cher, maintenant il fait 1250 MW. Et alors là, nous, on n'est plus trop sûr que leur système marche. Mais là, on tombe sur des différences entre les autorités de sûreté françaises et américaines, mettons. En France et en Allemagne, puisque les spécifications ont été faites au départ en franco-allemand, on dit « démontrez-nous de façon déterministe que si ça fond, vous êtes capable de resolidifier quelque part votre cœur ». La NRC a continué à accepter une approche probabiliste. Et alors à ce moment-là, évidemment, la probabilité de fusion est déjà très faible. La probabilité que ça ne marche pas et que la cuve se casse est elle aussi quand même assez faible. Donc le produit des deux fait que c'est accepté. C'est accepté aux États-Unis. On risque d'avoir des discussions assez intéressantes si en Europe, par exemple, les Tchèques choisissent ce modèle-là. Alors, une chose qui est par contre très bien faite par l'équipe AP1000, c'est qu'ils ont réduit le temps de construction. Le temps de construction, c'est ce qui coûte le plus cher dans un réacteur nucléaire. Et donc, ils ont mis au point une préfabrication assez massive de gros modules préfabriqués en usine. Et au lieu de faire de la construction, si je peux dire, ils font de l'assemblage sur site. Et ça leur permet d'afficher, alors ce n'est pas encore démontré, mais d'afficher des temps d'assemblage qui nous rendraient très très jaloux, s'ils réussissaient vraiment. Alors ça nécessite effectivement des grues assez monstrueuses. Donc là vous avez, alors actuellement donc il y a 4 réacteurs AP1000 en construction en Chine. Il y en a, et c'est récent,
un qui commence à être construit aux États-Unis. Vous voyez, par les modèles de construction en Chine, là vous avez le fond de l'enceinte de confinement qui est mise en place. Et là vous avez un gros module qui à lui tout seul comprend les 2 générateurs de vapeur et le pressuriseur. Donc vous voyez que c'est du Lego de grande taille. Voilà la soudure progressive des viroles de l'enceinte de confinement et la descente de la cuve alors que l'enceinte est encore ouverte. C'est ce qu'ils appellent la construction open top. Et effectivement, nous, on construit tout en béton costaud en laissant juste un petit trou pour faire passer après les composants. C'est un peu plus compliqué, c'est sûr. Et ça prend plus de temps. Donc de ce point de vue, ils ont revisité pas mal leur conception, y compris en prenant en compte les modes de construction, et on a peut-être des choses à apprendre de leur part. Quelques mots sur le russe dont je vous ai parlé. Alors à l'heure actuelle, il y a 2 réacteurs 900 MW qui sont dans le sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu, prêts à démarrer. En fait, ils sont prêts à démarrer depuis plus de 6 mois, mais après Fukushima, il y a eu pas mal de manifs locales, et ça a retardé. À l'heure actuelle, le premier vient d'être chargé, donc ils sont vraiment pas loin de démarrer. C'était russe au départ, mais revu par les Finlandais, suite à l'expérience qu'ils avaient eue en commun sur Loviisa. Il avait été concurrent de l'EPR contre l'EPR pour Olkiluoto. Il y en a 2 tranches en Chine qui sont d'un modèle un peu plus vieux, si je peux dire, et ces 2 tranches les plus modernes, donc de Kondamkulan. Comme il fait que 900 000 MW, il est adapté à des réseaux plus petits. Il a bien la double enceinte en béton. Il est pas mal fichu. L'implantation des diesels est un peu vulnérable, mais vous voyez que lui a choisi d'admettre qu'on n'était pas sûr de refroidir le cœur fondu à l'intérieur de la cuve, donc il a prévu un récupérateur de corium par en dessous. Et autrement, il a aussi des caractères passifs, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup d'accumulateurs et pas de pompe d'injection. Et la grande caractéristique des réacteurs sous pression russe par rapport aux nôtres, c'est que les générateurs de vapeur sont horizontaux au lieu d'être ces grandes bouteilles verticales. Pour le reste, ça ressemble pas mal. Et là, vous avez qui montre qu'il a 4 trains de sauvegarde 4 fois 100%, donc il a le même degré de redondance que l'EPR pour ça, et il a un certain nombre de caractères passifs, comme je vous ai dit, 2 familles d'accumulateurs, une famille sous pression et une famille simplement placée haut, et qui permettrait de continuer une alimentation gravitaire une fois que la pression a beaucoup baissé à l'intérieur de la cuve. Et il a aussi un dispositif d'échangeur passif avec l'air pour refroidir l'intérieur de l'enceinte si effectivement il y a un accident grave et qu'elle est pleine de vapeur. Donc il a des caractères tout à fait intéressants. On a un peu glosé sur la technologie russe des RBMK, mais leur technologie des VVR est une concurrence tout à fait sérieuse. On en vient maintenant donc à l'EPR. Alors l'EPR, quand on l'a fait, ça voulait dire European Pressurized Reactor. Pourquoi? Parce qu'avant, on se battait en Europe pour avoir plein de modèles différents, donc le fait d'avoir un modèle européen, ça avait l'air bien et moderne. Mais quand il a fallu essayer de le vendre aux États-Unis ou en Chine, European, ça commence à devenir un peu provincial. Alors on a gardé EPR, mais maintenant on dit que ça veut dire Evolutionary Power Reactor. Mais c'est le même. Donc conception évolutionnaire fondée sur le retour d'expérience. Alors, fondée sur le retour d'expérience des parcs français et allemands. Donc les plus récents, le N4 français, le Convoy allemand, auquel on a rajouté les contraintes de post-Tchernobyl. Donc la sûreté prend en compte la fusion complète du cœur à l'intérieur du dimensionnement. Et avec tout ça, on essaye quand même qu'il reste compétitif avec les meilleurs concurrents fossiles de l'époque. Donc, sûreté encore améliorée, c'était quand même le but. Exploitation optimisée. Finalement, à force de mettre du béton partout, les doses baissent beaucoup. Je caricature, mais enfin bon, c'est ça. Meilleure utilisation des matières. Alors, ça, c'est quelque chose qui est presque un bonus. Au départ,
ce qu'on voulait, c'est qu'il puisse durer au moins 60 ans. Or, vous savez que le composant qu'on considère aujourd'hui qu'on ne peut pas remplacer, donc du coup qui est le plus limitant en matière de durée de vie, c'est la cuve elle-même. La cuve qui se fragilise progressivement à force d'être bombardée par les neutrons. Et donc, pour protéger la cuve, on a mis autour du cœur un gros réflecteur lourd. Donc du coup, il y a moins de neutrons qui arrivent sur la cuve, et